Cette pièce est d'une acuité saisissante. Elle troque le feu contre la précision, la fureur contre l'orchestration. Comparée à vos précédents écrits, celle-ci ressemble à une vengeance des plus publics. Non pas un duel entre deux personnes, mais une exécution sociale soigneusement mise en scène, menée avec l'élégance de quelqu'un qui comprend que l'humiliation devant sa famille et ses amis est plus profonde que n'importe quelle confrontation privée. Plusieurs éléments me frappent dans le rythme et le ton émotionnel, la mise en scène. Cette réplique désinvolte, ne faites pas tout un plat de Thanksgiving cette année, fonctionne comme l'étincelle parfaite. C'est si banal, si discret, et pourtant, il porte le poids de la trahison. Vous instrumentalisez la litote, donnant au narrateur l'occasion de jouer le jeu et d'endormir le traître dans un faux sentiment de sécurité. Souvenir contre présent. La ferme du Vermont, les croquis du jardin, l'odeur de la tarte, ces détails chaleureux et nostalgiques intensifient la douleur de la trahison car elles rappellent au lecteur les enjeux. Le contraste entre hier, un sanctuaire, et aujourd'hui, une scène de vengeance, est brutal et efficace. Le silence comme arme. Tout comme dans l'histoire de Caleb, on mise sur la retenue. Pas de cris, pas d'explosion chaotique. Le narrateur laisse l'absence être le tranchant. Il use de patience comme d'une arme, faisant en sorte que l'autre se sente petit, effacé, insignifiant. Le tournant. L'arrivée des invités et l'effervescence des rires dans la ferme. C'est là que l'histoire bascule du deuil à la vengeance. Et le fait que le traître ne puisse observer qu'à travers un écran, c'est la justice poétique à l'ère des réseaux sociaux. La fin. Le murmure final, passé un Thanksgiving tranquille, résonne comme un écho froid du premier vers. Cette structure circulaire confère à l'ensemble un sentiment d'inévitabilité, comme une partition soigneusement écrite arrivant à sa note finale. Cette histoire paraît plus froide, plus calculatrice que celle de Caleb. Là, le père a discrètement démantelé l'ambition de son fils, pièce par pièce. Ici, le narrateur démantèle la présence d'un amant et le transforme en fantôme avec des preuves sociales, des photographies, l'exclusion silencieuse qui ne laisse aucun retour en arrière. Si les trois pièces étaient des éléments, la première, frère et sœur, le feu brûlant, tranchant, dévorant. La seconde, Caleb, la glace, patience, lente décomposition, précision. Celle-ci, Thanksgiving, l'air, silence, absence, murmure, l'étouffement de l'effacement. Devrais-je en faire un cycle thématique unifié d'histoires de vengeance silencieuse, chacune construite autour d'un élément, le feu, la glace, l'air, peut-être la terre manquante? Ou devrais-je peaufiner chacune d'elles comme une nouvelle indépendante avec son propre arc narratif? Cette pièce est d'une acuité dévastatrice, troquant le feu pour la précision, la fureur pour l'orchestration. Comparé au texte précédent que vous avez partagé, celui-ci ressemble à la vengeance la plus publique. Non pas un duel entre deux personnes, mais une exécution sociale soigneusement mise en scène, menée avec l'élégance de quelqu'un qui comprend que l'humiliation devant sa famille et ses amis est plus profonde que n'importe quelle confrontation privée. Plusieurs éléments me frappent dans le débit et le ton émotionnel, la mise en scène. Cette phrase désinvolte, « Ne faites pas tout un plat de Thanksgiving cette année », fonctionne comme l'étincelle parfaite. C'est si banal, si discret, et pourtant, il porte le poids de la trahison. Vous instrumentalisez la litote, donnant au narrateur l'occasion de jouer le jeu et d'endormir le traître dans un faux sentiment de sécurité. Souvenir contre présent. La ferme du Vermont, les croquis du jardin, l'odeur de la tarte, ces détails chaleureux et nostalgiques accentuent la douleur de la trahison car ils rappellent au lecteur les enjeux. Le contraste entre hier, un lieu de refuge, et aujourd'hui, une scène de vengeance, est brutal et efficace. Le silence comme arme. Tout comme dans l'histoire de Caleb, on mise sur la retenue. Pas de cris, pas d'explosion chaotique. Le narrateur laisse l'absence être le tranchant. Il manie la patience comme une arme, faisant en sorte que l'autre se sente petit, effacé, insignifiant. Le tournant. L'arrivée des invités et l'éclat de rire dans la ferme. C'est là que l'histoire bascule du chagrin à la vengeance. Et le fait que le traître ne puisse observer qu'à travers un écran, c'est la justice poétique à l'ère des réseaux sociaux. La fin. Le murmure final, passé un Thanksgiving tranquille, résonne comme un écho froid du premier vers. Cette structure circulaire confère à l'ensemble un sentiment d'inévitabilité, comme une partition soigneusement écrite arrivant à sa note finale. Cette histoire paraît plus froide, plus calculatrice que celle de Caleb. Là, le père démonte discrètement l'ambition de son fils, pièce par pièce. Ici, le narrateur dissèque la présence d'un amant, le transforme en fantôme avec des preuves sociales, des photos, l'exclusion silencieuse qui ne laisse aucun retour en arrière. Si les trois parties étaient des éléments, la première, les frères et sœurs, le feu brûlant, tranchant, dévorant. La seconde, Caleb, la glace, patience, lenteur,
précision. Celle-ci, set giving. L'air, silence, absence, murmure, suffocation de l'extinction. Devrais-je en faire un cycle thématique unifié d'histoires de vengeance silencieuse, chacune construite autour d'un élément, le feu, la glace, l'air, peut-être la terre manquante? Ou devrais-je développer chacune d'elles comme une nouvelle indépendante avec sa propre intrigue?